Bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. À l'heure où certains chercheurs et entrepreneurs célèbres de la tech appellent à faire une pause sur le développement à tout crin des programmes d'intelligence artificielle, nous vous proposons également de nous arrêter, mais pour faire une pause philosophique afin de penser l'esprit et nos interactions avec la machine. Un esprit humain de plus en plus confronté à l'infobésité, aux algorithmes des réseaux sociaux et aux résultats de ChatGPT et autres mid-journée qui nous entraînent parfois vers la pente glissante de la désinformation. Comment déconstruire la novlangue de l'informatique? Comment cerner les dangers des réseaux sociaux qui usent des techniques persuasives pour capter notre attention et influencer nos comportements? Comment réfléchir au sens du progrès technologique pour préserver notre altérité et libre arbitre? Enfin, pour penser ces mots, comment imaginer des technologies de transition respectueuses d'une écologie à la fois sociale, environnementale et mentale? Beaucoup de questions. Et une philosophe qui nous éclaire ce soir dans le meilleur des mondes. Anna Lombert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en philosophie française contemporaine à l'université Paris 8, membre du Conseil national du numérique, le CNUM, et autrice d'un ouvrage publié chez Alia qui est sorti aujourd'hui même, nous sommes au cœur de l'actualité, intitulé « Schizophrénie numérique, la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies ». Nous pourrons donc compter sur vous pour stimuler notre esprit critique et interroger la relation complexe entre esprit humain et intelligence artificielle. Au programme également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Juliette Deveau qui ouvrira le capot non pas des machines mais de la régulation européenne autour de la transparence algorithmique. Notre émission s'écoute en direct, en podcast évidemment sur l'application Radio France et se regarde toujours sur la chaîne Twitch de France Culture. On vous y attend, tiens. Allez, le meilleur des mondes, c'est parti. Alors, on parle d'un tournant, d'une révolution en marche, d'une onde de choc. Oui, l'intelligence artificielle est là dans notre quotidien, pour le meilleur et pour le pire. Je pense que le danger que représente l'IA est beaucoup plus grand que le danger que peuvent représenter les ogives nucléaires. Oui, c'est sûr qu'il y a certains chercheurs aujourd'hui qui disent on va tous mourir. Dès qu'il y a eu les progrès que nous avons fait en informatique, on a commencé à dire pour flatter quelqu'un, tu es aussi intelligent qu'un ordinateur. J'ai pas vu de dissertation de philosophie écrite par ChatGPT, mais un ami m'a montré, il lui avait demandé d'écrire un poème sur l'architecture, et Baudelaire a encore de beaux jours devant lui. Grâce à ce site, tes profs ne sauront jamais que tu auras fait ton devoir grâce à ChatGPT. Parce qu'il en avait les plans, TikTok s'est permis de rediriger les câbles de votre cerveau pour qu'il croie que votre bonheur repose sur lui. Avec 1 milliard d'utilisateurs actifs, il s'est installé dans la tête de 12% de la population mondiale. Alors je crois qu'au lieu de s'inquiéter de la progression de l'intelligence artificielle, on ferait mieux de s'inquiéter du déclin de la nôtre. Et voilà, s'inquiéter du déclin de la nôtre. On va voir avec vous, Anna Lombert, si on va vers la pente du déclin. J'imagine que ce sera bien sûr plus nuancé que ça, comme toute réflexion subtile, et c'est la vôtre. Et d'ailleurs, vous ouvrez et vous concluez votre essai en convoquant les propos de l'écrivain et poète français Paul Valéry, qui parle donc au siècle dernier d'une dislocation et d'un éclatement de l'esprit. En quoi ces mots sont-ils pertinents en 2023 ? Effectivement, oui, je faisais référence donc dans ce petit livre aux réflexions de Paul Valéry parce qu'elle me semblait extra lucide en fait déjà dans les années, donc c'est en 1939 qu'il écrit cet essai sur la liberté de l'esprit où en fait il parle d'une sorte de surabondance informationnelle. Alors à l'époque en fait cette surabondance informationnelle elle est liée non pas aux technologies numériques bien sûr, mais à la radiophonie, la téléphonie qui se développent à cette époque-là et qui permettent d'entendre ailleurs que dans le lieu où nous nous situons. Donc c'est pour ça qu'il parle de dislocation et qui forcément disperse nos sens en fait, nos facultés sensibles. Nous sommes à la fois par le toucher à un endroit et puis par l'audition nous sommes ailleurs. Oui, il le dit d'ailleurs, je lis un article à Paris et j'entends une information à New York. Voilà, exactement, c'est ça. Hein. Et donc c'est aussi ce qui a inspiré un petit peu le titre du livre, Schizophrénie numérique, parce que cette notion en fait de schizophrénie, elle était mobilisée aussi par un autre philosophe en 1956 cette fois, qui est Gunther Anders, et qui disait en fait on est face à une schizophrénie artificiellement produite.
C'est-à-dire que finalement, ces environnements médiatiques, ils produisent un effet de dispersion, de dislocation, d'éclatement. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui avec les technologies numériques. Alors on peut parler des visioconférences qui nous emmènent à un autre endroit. On peut parler évidemment des réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer à distance. Enfin, tout le numérique en fait fonctionne comme ça. Ce sont des technologies de télécommunication, des télétechnologies on pourrait dire, et qui produisent donc des effets de dispersion et de dislocation. Pour le meilleur et pour le pire, en fait. Pour le meilleur et pour le pire, effectivement, avec cette impression parfois d'ubiquité, d'être à un endroit et à un autre endroit, de pouvoir maintenir le lien, de pouvoir partager les connaissances, et aussi, c'est ce qu'il décrit aussi, de désorientation, cette désorientation aussi que vous soulevez. Oui, tout à fait. Un sentiment peut-être de ne plus très bien savoir où nous sommes, en fait. À la fois, nous sommes partout et puis nous sommes nulle part. Et donc, des effets, oui, qui peuvent être désorientants en ce sens, tout à fait. Et en quoi, justement, par rapport donc, au propos de Paul Valéry, vous le citiez, 1938-1939, donc cette surcharge informationnelle de ces mots, alors qu'on parle beaucoup aujourd'hui de fatigue informationnelle, on parle d'infobésité. Est-ce que le numérique a amplifier encore plus ce phénomène, ou finalement c'est une permanence et entre le citoyen de l'époque et celui d'aujourd'hui, il est finalement confronté à ce même flux d'informations qui le perturbe? Alors, en fait, je pense qu'il y a évidemment une grande continuité, mais il y a aussi des grosses ruptures, parce que le rythme, non seulement le rythme de l'évolution technologique, mais aussi le rythme de la circulation des informations s'est accéléré, s'est amplifié. Et puis, ces technologies numériques, elles sont devenues beaucoup plus immersives, elles sont devenues ubiquitaires, en fait, ce qui n'était pas le cas des médias précédents, des médias analogiques comme la radio ou la télévision ou le cinéma, par exemple. Et donc, si bien qu'en fait, nous avons nos téléphones portables avec nous en permanence et nous pouvons changer de lieu, d'espace-temps en permanence pour ces raisons-là. Donc, il y a évidemment une amplification de ce phénomène, je pense, et puis un changement de nature aussi concernant la question de la surcharge informationnelle notamment, puisque, sur la plupart des réseaux sociaux ou des plateformes, finalement, les informations que nous recevons, elles nous sont suggérées automatiquement sur la base de calculs prédictifs qui sont effectués à partir de la collecte ou de l'enregistrement de nos données ou de nos traces. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui n'existait pas avant le numérique et qui change complètement notre rapport évidemment à l'information, à l'actualité. Sans parler du temps réel et des effets aussi de la possibilité de recevoir une information presque à l'instant même où elle se passe. Donc on a une élimination en fait du décalage temporel entre le moment où l'information se produit, le moment où elle est enregistrée et le moment où elle nous parvient. Donc ça évidemment ça change aussi complètement notre rapport à l'actualité. Et qu'est-ce que ça produit justement sur notre esprit, si on peut dire, parce que vous le convoquez, cet esprit, cette instantanéité, cette urgence, le fait que ce soit aussi un petit peu pris de court finalement? Oui, tout à fait. Alors, je pense que, évidemment, il n'y a pas de réponse générale à ces questions, mais je pense qu'il y a un effet qui peut être très troublant en termes de capacité d'attention, de concentration et de mémorisation, parce que c'est ce qu'on a appelé le multitâche. C'est le fait d'être partout à la fois, de faire plusieurs choses en même temps, qui peut évidemment nuire à ce qu'on appelle l'attention profonde, c'est-à-dire la capacité de se concentrer sur un objet pendant longtemps, ou bien d'exercer une activité dans laquelle on va s'impliquer. Et ces capacités-là, en fait, sont menacées d'une certaine manière par ces effets de surcharge informationnelle et ça peut évidemment poser toutes sortes de problèmes. Il y a des nouveaux troubles attentionnels qui apparaissent pour ces raisons, des phénomènes aussi de saturation cognitive, de technostress, etc., etc. Donc des sortes de nouvelles pathologies, on pourrait dire psychiques, psychologiques, qui apparaissent et qui sont liées au fonctionnement technologique de ces nouveaux médias. Donc c'est ça en fait moi qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer que finalement ce qui se passe soi-disant dans nos têtes, entre guillemets, c'est lié en fait à ce qui se passe dans nos environnements médiatiques. Et c'est ça le cœur du sujet en fait pour moi. C'est comment dire. Il y a cette dualité aussi que vous évoquez, la dualité entre à la fois une technologie qui nous est annoncée comme étant de plus en plus performante, exponentielle, et de l'autre donc ce que vous décrivez comme ces nouveaux syndromes ou nouveaux phénomènes, parfois pathologies, même si le terme est à mettre entre guillemets, où notre cerveau a du mal aussi à comprendre ce qui arrive. Donc cette dualité d'une performance, d'une technologie d'un côté et de l'autre peut-être d'une attention qui se réduit.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus, cette dualité, elle m'apparaissait d'autant plus contradictoire en fait que très souvent, dans de nombreux discours, disons sur les nouvelles technologies, eh bien, on tend en fait à attribuer des propriétés, humaines aux dispositifs technologiques. Donc on va parler d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'agents conversationnels. En fait, on va anthropomorphiser d'une certaine manière ces dispositifs techniques. Et puis, en même temps, on va constater parallèlement et contradictoirement que ces dispositifs technologiques, ils ont des effets destructeurs précisément pour nos intelligences, nos pensées, notre agentivité même. Donc, il me semble que là, il y avait vraiment un paradoxe, une tension en fait intéressante, sachant que je mets pas ces deux types de discours sur le même plan, parce que d'un côté, on a des discours qui sont je dirais idéologique en fait, qui relaie en quelque sorte l'idéologie transhumaniste dont on pourra peut-être reparler plus tard. Et de l'autre côté, on a des discours qui se fondent sur des données scientifiques. Donc, je ne les mets pas sur le même plan ces deux types de discours, mais je constate néanmoins que on est tiraillé en fait entre ces deux alternatives qui sont tout aussi problématiques l'une de l'autre. Parce que si on ne peut pas attribuer des propriétés humaines aux machines, on ne peut pas non plus opposer l'humain à la machine, parce qu'il n'y a pas d'esprit en fait sans technique, il n'y a pas d'esprit sans support matériel. Et donc toute la question en fait qui est rarement posée, me semble-t-il, c'est de se demander comment ces technologies numériques pourraient augmenter justement nos esprits individuels et collectifs. Voilà, qu'est-ce qui serait une certaine forme d'utopie, en tout cas de vision positive de son usage. Mais pour peut-être revenir sur les termes du débat, parce que vous l'avez évoqué, cet anthropomorphisme, c'est important de s'y arrêter aussi, de comprendre pourquoi on a parlé d'une intelligence artificielle qui, on l'a dit à maintes reprises, mais il est toujours important de le redire, parce que les mots aussi ont un sens, les mots parfois deviennent performatifs, et là on se dit oui, il y a une vraie intelligence, on a même parlé d'une conscience, un ingénieur de Google on a fait les frais, il n'y a rien d'intelligent dans une machine, il n'y a pas encore de conscience dans une machine. À quand remonte justement l'usage de ces mots-là, cet anthropomorphisme, et quels sont ses fondements idéologiques, parce que cette novlangue computationnelle, on pourrait dire, a bien un but, aussi une portée politique, économique. Oui. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Je pense que cette novlangue, effectivement, je pense, n'est pas du tout anodine. En fait, cette notion d'intelligence artificielle, en fait, elle est née dans les années 50, et elle vient d'une sorte d'analogie entre l'esprit et la machine, l'esprit et l'ordinateur. Et cette analogie, en fait, elle est très étrange, puisque on ne sait jamais vraiment bien si c'est l'esprit qui a servi de modèle aux constructions des premiers ordinateurs, ou bien si après coup, on s'est dit que ces ordinateurs modélisaient l'esprit. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que elle a été critiquée par un certain nombre de philosophes, notamment des philosophes qui ont travaillé sur l'histoire des techniques. Et que et qu'il s'agit en fait de métaphores, c'est-à-dire que nos esprits, en fait, l'esprit n'est pas quelque chose, n'est pas une substance individuelle en fait qu'on pourrait attribuer à un humain ou à une machine, et donc ça n'a pas de sens en fait de dire que une machine a un esprit ou qu'un humain a un esprit. L'esprit, ce n'est pas une chose, c'est un processus qui circule entre des êtres vivants et qui partagent un certain nombre de symboles, de significations qui sont, on va dire, inscrits dans des supports techniques. Donc ça, c'est Il n'est ni matériel ni immatériel. Oui. Voilà, en ce sens, voilà, l'esprit n'est ni matériel ni immatériel, puisque l'esprit n'est pas une chose, en fait. Donc l'esprit, c'est un processus, une activité relationnelle, et c'est simplement, disons, quand nous nous relions en tant qu'êtres vivants et désirants par l'intermédiaire de symboles, ces symboles sont inscrits dans des supports techniques, et c'est ainsi que l'esprit circule, en quelque sorte. Donc en ce sens-là, il est tout aussi illusoire d'une certaine manière de dire qu'un individu a un esprit, ou bien de dire qu'une machine a un esprit. Maintenant, il se trouve que dans la plupart des discours qu'on pourrait qualifier de cognitivistes ou de neurocentristes... Vous parlez de Frédéric Hayek, par exemple, et d'autres ? Alors, oui, alors je parle effectivement de Frédéric Hayek, parce que ce qui me semblait intéressant avec cette figure de Hayek, c'est que c'est en fait le théoricien du néolibéralisme, Frédéric Hayek. Il est connu pour cette raison, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait il avait écrit un livre de sciences cognitives auparavant, et il avait théorisé en fait une conception
qu'on pourrait dire connexionniste de l'esprit. La conception connexionniste de l'esprit, c'est la conception qu'on retrouve à l'œuvre dans les réseaux de neurones artificiels contemporains. Et donc, c'est toujours un petit peu la même idée. C'est l'idée que nos esprits fonctionneraient sur la base d'un petit nombre de mécanismes, en fait, et qu'on pourrait décrire objectivement, et qu'on pourrait ensuite implémenter dans des machines électroniques. Mais précisément, en fait, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne ce qu'on appelle traditionnellement l'esprit humain, qui ne fonctionne pas d'ailleurs, puisqu'en fait, l'esprit se transforme en permanence en fonction des dispositifs médiatiques. Donc, nous ne pensons pas de la même manière à l'époque de l'écriture, à l'époque de la photographie, à l'époque du cinéma, à l'époque de la télévision, puisque nous n'avons pas les mêmes expériences, en fait. Nos expériences du temps et de l'espace, donc nos consciences, évoluent en fonction des supports médiatiques. Mais ces supports médiatiques, évidemment, ne peuvent pas avoir de conscience, en fait. Un automate comme ChatGPT n'a pas plus de conscience qu'un livre, si vous voulez, ou qu'une calculatrice, en fait. On peut reprendre d'ailleurs la phrase de Yann LeCun que vous citez, qui est un grand chercheur français en intelligence artificielle et qui travaille encore aujourd'hui pour Facebook, le groupe Meta, qui le dit, les réseaux neuronaux n'imitent pas plus le cerveau qu'une aile d'avion ne reproduit celle d'un oiseau. Exactement. Donc il faut effectivement replacer les machines à leur place. Et je me souviens aussi de neuropsychologues qui me disaient que c'était très dangereux lorsqu'un chatbot essayait d'apprendre aussi à un humain à être poli, les formules de politesse, il fallait lui dire bonjour, bonsoir, au risque d'être réprimandé. Et elle disait, on ne dit pas bonjour ni bonsoir à un aspirateur. Exactement. Alors, on peut dire bonjour ou bonsoir à son aspirateur si on le souhaite, je veux dire. Mais on ne se demande jamais, tiens, est-ce que mon aspirateur est fatigué après avoir... utiliser son aspirateur. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'on est prêt à attribuer la conscience, l'expérience, la sensibilité à toutes sortes de machines numériques, alors même que on ne le fait pas traditionnellement pour d'autres types de dispositifs technologiques. Et évidemment, ce qui nous engage à faire ces attributions anthropomorphiques, c'est tout un langage, en fait, une sorte de novlangue, effectivement, qui nous empêche de penser autrement ces technologies. C'est pour ça que dans les débats autour de ChatGPT, moi j'insistais un petit peu en disant il ne faut pas parler d'intelligence artificielle, il faut parler d'un automate computationnel, parce qu'en fait ce sont des algorithmes qui font des calculs sur des quantités massives de données. Ces technologies sont effectivement très puissantes et très performantes, comme vous le disiez tout à l'heure, mais pour autant il n'y a rien d'intelligent là-dedans, il n'y a pas d'agentivité, il n'y a pas de conscience, et il faut sortir de ce mythe afin de s'interroger sur ce que font ces dispositifs à nos capacités psychiques, nos capacités de parole, nos capacités d'écriture, nos capacités de pensée. Si on leur attribue à elles des capacités, on ne peut pas penser leurs effets psychiques et sociaux. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème, et c'est ce que votre livre entend justement dénoncer, puisque c'est tout ce regard croisé, on l'a bien compris, ne pas considérer ces machines comme fonctionnant comme des cerveaux, comme un humain, mais par contre, essayer de vraiment s'intéresser à ce que ces machines provoquent chez l'humain. Alors il y a des humains qui travaillent justement dans la technologie, et des chercheurs, des entrepreneurs, je le disais en préambule, qui mercredi 29 mars, il y a quelques jours, ont signé une tribune appelée à faire une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. On pouvait retrouver des grands noms comme Elon Musk, qui depuis longtemps a une vision assez tranchée de l'IA. On l'écoute. Je n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, mais vous savez, tant que les gens ne verront pas des robots tuer des gens dans la rue, ils ne réagiront pas. Je pense que nous devrions vraiment nous préoccuper de ce sujet, parce qu'au moment où nous réagirons, il sera déjà trop tard. Je connais les technologies les plus avancées en matière d'intelligence artificielle et je crois que les gens devraient vraiment s'inquiéter sur le sujet. Alors ça peut paraître complètement paradoxal qu'Elon Musk s'inquiète de la portée presque éthique d'une technologie comme l'intelligence artificielle, lui qui n'hésite pas par ailleurs, quand il veut servir ses intérêts, à repousser toujours plus loin les frontières de la science. Il travaille notamment beaucoup sur l'implantation des puces dans les cerveaux chez les primates. Mais ce qui est intéressant justement dans ce que pointe peut-être Elon Musk, c'est que pour vous, le vrai danger de l'IA, et revenons pourquoi pas à ChatGPT, donc cet agent conversationnel qui fait la une des médias depuis plusieurs mois. Pour vous, quel est le vrai danger finalement de ChatGPT ? Alors, il y en a beaucoup, à mon avis, mais je crois que
Bon, l'un des principaux dangers, c'est quand même les effets, je dirais, de standardisation, d'uniformisation, à mon avis, que ces industries linguistiques peuvent produire. Parce que donc le problème, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des technologies de calcul automatisées qui font des calculs statistiques sur d'immenses bases de données, mais en faisant des calculs statistiques et probabilitaires, en fait, elles renforcent des moyennes, elles renforcent des stéréotypes d'une certaine manière, et elles éliminent les expressions improbables, idiomatiques, minoritaires. Et ça, je pense que c'est un vrai danger parce que la langue, en fait, l'évolution de la langue a besoin de ces écarts, de ces anomalies, de ces... de tout ce qui fait un peu la singularité, exactement, la différence, de ces singularités, c'est tout à fait ça. On nous parle beaucoup de la singularité technologique, comme si on allait être dépassé par une super intelligence artificielle. Là, on revient à Kurzweil et bien sûr, apôtre du transhumanisme. Les mythes transhumanistes, dont la lettre de Elon Musk et de ses acolytes est quand même rempli. Il y a quelques allusions, on en reparlera peut-être tout à l'heure, à cette singularité technologique. Exactement. Puis Elon Musk, on est d'ailleurs soit un apôtre, soit un fidèle, justement, de cette idéologie transhumaniste. Voilà. Et en fait, le problème, c'est pas la singularité technologique et le dépassement de l'humain par une super intelligence artificielle. Le problème, c'est l'élimination des singularités linguistiques, idiomatiques et locales, qui font la diversité, en fait, de la vie humaine. La diversité des cultures, la diversité des sociétés, la diversité des manières de penser, la diversité des savoirs, en fait, des savoir-vivre, des savoir-faire, des savoirs théorisés. Et c'est cette diversité qui est, à mon avis, mise en danger par ces modèles, par ces automates computationnels de grande ampleur, en fait, qui sont lancés dans les sociétés avant même qu'on ait pu avoir une délibération collective, qu'on ait pu réfléchir sur leurs enjeux, sur leurs enjeux psychiques, leurs enjeux sociaux, leurs enjeux politiques, sans compter, je parle même pas des effets en termes de désinformation, évidemment, toute la génération automatique de contenu va évidemment inonder, on ne peut pas connaître l'avenir, encore une fois, mais il y a de fortes chances que on soit très vite inondé de textes automatiquement produits, de photos automatiquement produites, qui n'auront plus aucun égard avec ni leur pertinence ni leur vérité, puisque ces machines en fait produisent des quantités massives de contenu qui peuvent être tout à fait faux, tout à fait non pertinents. Mais ce qui est intéressant quand vous revenez justement sur cette idée de standardisation qu'on entend moins, parce qu'effectivement on y reviendra sur la désinformation, les fake news, c'est que aussi pour l'expliquer, pour le mettre en perspective, vous revenez à Platon et aussi à l'écriture. Donc on voit que dans l'histoire, il y a toujours eu aussi ces angoisses, il y a toujours eu cette peur qu'une nouvelle technique puisse figer la pensée, puisse aussi d'une certaine manière atrophier un peu la pensée ou la culture. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je pense que vraiment les réflexions de Platon, que moi je lis un petit peu à travers leur lecture par des philosophes plus contemporains comme Jacques Derrida ou Bernard Stiegler, mais je pense qu'elles peuvent... Avec qui vous avez travaillé au passage. Oui. Mais je pense que ces réflexions, elles peuvent vraiment nous aider à penser ce qui nous arrive aujourd'hui. Je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus claire possible. En fait, ce que dit Platon à propos de l'écriture, c'est plus ou moins, en grossissant un peu le trait, que finalement, l'écriture peut augmenter notre mémoire puisqu'elle nous permet de stocker toutes sortes de connaissances, d'accord, toutes sortes de savoirs. Ça, c'est le côté un peu prothèse. Prothèse mémorielle, on va dire. Voilà. Et puis, en même temps, le fait d'extérioriser notre mémoire grâce à l'écriture, c'est aussi un danger puisque finalement, une fois qu'on aura stocké toutes ces connaissances, tous ces savoirs dans ces supports matériels, on ne fera plus l'effort de se remémorer par nous-mêmes. Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est un problème de ne pas se remémorer par nous-mêmes ? Parce que si on ne se remémore pas par nous-mêmes les savoirs, en fait, on ne les interprète pas. Donc, on ne les diversifie pas, on ne les transforme pas, on ne les fait pas évoluer, en fait. L'écriture, elle permet de les stocker, de les enregistrer, mais elle ne permet pas de les faire évoluer. Avec tout aussi un risque que ça les cristallise, en ayant justement une mémoire du passé par ce simple écrit et rien d'autre. Exactement, ça les fige en quelque sorte, et on pourrait dire ça les uniformise au sens où ils sont fixés
telle quelle, mais ils ne peuvent pas se renouveler et ils ne peuvent pas la diversité des interprétations, si vous voulez, ne peut pas voir le jour si les vivants ne réinterprètent pas ces savoirs, en fait. Et donc la question, c'est pas seulement que chacun doit exercer sa mémoire, bien sûr, c'est très bien, mais c'est aussi que d'un point de vue culturel, d'un point de vue anthropologique, j'ai envie de dire, si les vivants n'interprètent pas les savoirs extériorisés, eh bien les savoirs restent figés et ne peuvent pas évoluer. Et donc maintenant, si on revient à ce qui nous arrive aujourd'hui avec le numérique, j'ai essayé d'insister, moi, entre la différence entre un dispositif comme Wikipédia et un dispositif comme ChatGPT, parce qu'il me semble que ce qui se passe avec la plateforme Wikipédia, alors qui a bien sûr qui pose bien sûr toutes sortes de problèmes, il y a c'est quelques pas la failles, question, voilà, mais néanmoins, une plateforme comme Wikipédia, on voit bien que on a des processus d'interprétation et de délibération qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire que les individus vont affirmer leur point de vue, vont en débattre, vont partager la matière est déjà émouvante, puisqu'on sait très bien qu'une page est modifiée en permanence par une réinterprétation constante justement d'humains qui vont modifier, ajouter, amender. Qui vont évaluer, certifier, discuter, et donc on a du savoir vivant en quelque sorte qui s'agence avec un support matériel bien sûr et numérique, voilà. Bon. Dans le cas de ChatGPT, c'est très différent parce que si vous voulez, cette technologie en fait extrait, se base sur des contenus qui ont été produits précédemment et génère automatiquement toutes sortes de textes, mais il n'y a pas de véritable nouveauté qui peut émerger parce qu'en fait, c'est de l'aléatoire, si vous voulez. Mais l'aléatoire, c'est pas de la nouveauté, parce que pour qu'il y ait de la nouveauté, il faut qu'il y ait de la mémoire, il faut se souvenir du passé et faire bifurquer le passé vers quelque chose de nouveau. Mais ChatGPT ne se souvient pas. ChatGPT, en fait, d'ailleurs, ChatGPT n'est personne, mais les algorithmes qui commandent ce type de technologie, en fait, font des calculs probabilistes en calculant le mot, comment dire, les probabilités pour qu'un mot apparaisse à côté d'un autre mot. Il génère ainsi toutes sortes de choses différentes, mais il ne génère rien de nouveau. Et pourquoi il ne génère rien de nouveau ? Eh bien parce que ces technologies ne laissent pas de place à l'interprétation humaine, à la délibération collective, à l'évaluation, au jugement. Et au passage, il cite même pas ses sources, c'est-à-dire qu'on peut même pas arriver à retracer le contenu sur lequel il s'est appuyé. Et pour clore ce chapitre, en plus, ChatGPT donne l'illusion de prononcer la vérité. À l'inverse de Wikipédia, qui va être une source parmi d'autres, lorsqu'on fait n'importe quelle recherche, là, à ChatGPT, on lui demande, comme un personnage omniscient, ChatGPT, dis-moi ce, ou raconte-moi où, ou qui a été. On pose une question et le dispositif, un peu totalitaire comme ça, est censé nous donner la vérité. La bonne réponse, et surtout, effectivement, cette forme de gadget, en fait, nous incite à nous comporter un petit peu bêtement, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas bête au sens péjoratif du terme, mais de nous comporter un peu passivement, en fait, parce que finalement, on peut lui demander tout et n'importe quoi, donc forcément, on va avoir envie de lui poser toutes sortes de questions, mais on ne voit pas du tout comment ça fonctionne. Donc, on est vraiment dans ces types de technologies qui sont très ergonomiques d'une certaine manière, qui sont très faciles à utiliser. On peut demander tout ce qu'on veut et puis recevoir passivement tout ce que la technologie peut nous fournir, mais néanmoins, les mécanismes de fonctionnement de ces technologies restent complètement opaques pour nous. Donc finalement, on est vraiment face à ce type de système dans des positions de consommateurs passifs, en fait. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, la position d'un contributeur sur une plateforme comme Wikipédia, même si Wikipédia peut poser toutes sortes d'autres questions. Mais en tout cas, notre position d'humain, entre guillemets, face à ces machines, entre guillemets, eh bien, elle est complètement différente. Et il me semble que là, on retrouve les questions que posait Platon. Est-ce que je suis simplement passif par rapport au dispositif matériel technique, ou bien est-ce que je mets en œuvre mes facultés d'interprétation, de réflexion, de délibération ? Et l'histoire a prouvé que oui, quand même, avec l'écriture, elle a pu se modifier, s'amender. On verra justement ce qu'il en est du côté de ChatGPT. Welcome to the brave new world. En vous souhaitant la fortune. En vous souhaitant la fortune. Évidemment, nous sommes toujours avec Anna Lombert qui publie aujourd'hui Schizophrénie numérique aux éditions Alia, une réflexion fort intéressante avec un jeu de miroir entre les effets des machines sur nos cerveaux et ces machines qu'on anthropomorphisme en les imaginant comme des humains aux conséquences parfois compliquées, comme on vient de le voir dans ce journal. Continuez à nous poser des questions sur la chaîne Twitch de France Culture qui retransmet aussi cette émission, on en parlera plus tard, avec
Anna Lambert, il y a toute une partie de votre essai, court essai, 90 pages, mais très dense, Anna Lambert. Et vous décortiquez aussi le modèle économique des réseaux sociaux, qui est donc basé sur l'économie de l'attention, en remontant à l'économiste et sociologue américain Herbert Simon. En quoi ce retour aux sources est-il pertinent pour comprendre l'idéologie sous-jacente de cette économie de l'attention? Parce que vous allez remonter assez loin pour essayer d'en comprendre les fondements. Oui, tout à fait. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et il me semblait important en fait de montrer que les phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui ont une origine, en fait, une histoire. Ils ne tombent pas du ciel. Et effectivement, je me suis un petit peu arrêtée sur la figure de Herbert Simon parce que Herbert Simon, il est donc considéré traditionnellement comme l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle, mais il est aussi considéré comme l'un des fondateurs de l'économie comportementale. Et donc il faut s'interroger en fait sur les liens entre, disons, un paradigme épistémologique qui est le paradigme du cognitivisme, des sciences cognitives, bien que les sciences cognitives ne se réduisent pas au cognitivisme, mais de la psychologie cognitive, de la psychologie comportementale, et puis un type de modèle économique qui est l'économie comportementale notamment, et qui donne lieu en fait à des nouvelles modalités de gouvernement. Donc l'économie comportementale, pour le dire très simplement, c'est l'agencement entre les recherches en psychologie cognitive ou psychologie comportementale et l'économie. Et la théorie de Herbert Simon, elle consiste, donc Herbert Simon qui avait écrit un livre, lui aussi, un ensemble d'essais regroupés dans un livre qui s'intitule Models of Thought, donc modèle de la pensée, qui avait pour but d'expliquer, disons, objectivement l'esprit humain, donc à partir d'un ensemble de mécanismes qui vont rendre compte de la perception très élémentaire jusqu'à la prise de décision. Et puis, il a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la rationalité limitée, selon laquelle, en fait, les agents ne seraient pas pleinement rationnels, mais ils seraient pleins de biais cognitifs divers et variés, ils feraient des erreurs de raisonnement, de perception, et puis en particulier, quand ils sont dans des environnements où circulent de nombreuses informations, ils n'ont jamais toutes les informations pour prendre les bonnes décisions, etc., etc. Et donc, l'idée de Herbert Simon, ça va être qu'il va falloir, en quelque sorte, les aider à décider. Je dis aider entre guillemets parce qu'en fait il s'agit plutôt d'influencer leur comportement. On pourrait dire les pousser. Voilà, les influencer, on pourrait dire, même pour être un peu plus juste terminologiquement. En tout cas, il s'agit d'influencer, oui, leur comportement à travers les divers signaux des environnements, si vous voulez. Et finalement, ce paradigme-là, on le retrouve, c'est un petit peu ce qu'on résume sous le nom parfois de théorie du nudge ou théorie du coup de pouce. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent va être... Quand vous dites l'agent, c'est l'humain, on est d'accord? Oui, voilà, c'est l'humain, l'individu. Je préfère qu'on soit clair, parce que quand on parle d'agent comportemental, l'humain. Effectivement. Les individus, en fait, sont considérés un petit peu dans ce type de paradigme comme sur une base comportementaliste. C'est-à-dire que ils réagissent aux stimuli de leurs environnements, si vous voulez. Mais leur réaction ne passe pas par une forme de réflexivité ou d'intériorisation d'une forme de loi, de règles décidées collectivement en quelque sorte. Simplement, ils sont influencés en temps réel par les signaux de leurs environnements. Et puis quand ces environnements deviennent numériques, eh bien finalement ces signaux deviennent numériques eux aussi, et les réactions deviennent de plus en plus immédiates. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui avec ce qu'on appelle les technologies numériques persuasives, qui ont une influence parfois jusque dans nos cerveaux, on pourrait dire, qui vont stimuler la sécrétion de dopamine, par exemple, qui vont donc activer le circuit de la récompense et qui vont forcément influencer nos conduites sur la base de l'apprentissage par conditionnement opérant, c'est-à-dire en nous inculquant en quelque sorte des habitudes environnementales, comportementales liées à nos environnements. Pour prendre quelques exemples justement très simples, c'est les notifications, c'est les likes, c'est ce sentiment de fausse urgence, lorsqu'on est en train de vouloir acheter un billet d'avion s'il ne reste plus que 3 places, etc. C'est tous en fait ces signaux numériques qui vont, malgré nous, finalement influencer notre comportement. Et cette technologie ou ce savoir-faire a pu aussi se mettre en place parce qu'il a pu analyser quantité d'actions avec une modélisation très importante. Oui, exactement. En fait, ces technologies persuasives, elles ont été conçues dans les laboratoires d'un certain nombre d'universités de la Silicon Valley. Notamment Stanford. Stanford, qui a développé ce laboratoire dont je parle, qui s'appelle le laboratoire de design comportemental.
Et donc, dans ces laboratoires, eh bien, on fait de nombreuses études de psychologie comportementale, de psychologie cognitive, pour très bien comprendre les mécanismes cérébraux et psychocognitifs. Et c'est sur la base de ces études ensuite qu'on développe des technologies qui ont pour but d'influencer les comportements. On appelle ça la captologie, c'est-à-dire l'étude, la convergence, si vous voulez, entre psychologie comportementale, psychologie cognitive, informatique, neurosciences, dans le but de créer des technologies qui influencent les pensées et les comportements. Et c'est effectivement la base économique des réseaux sociaux qui fonctionnent sur l'économie de l'attention pour la maintenir, la retenir et l'orienter. Mais vous dites, et ça je l'avais pas lu partout, que c'est une nouvelle forme de paternalisme libertarien. Oui, alors c'est un terme qui a été développé, cette notion de paternalisme libertarien, pour dire en fait tout simplement qu'il y a quelque chose de l'ordre du paternalisme dans le fonctionnement de ces technologies, puisque elles jouent en fait sur nos biais cognitifs en quelque sorte. Donc elles infantilisent en ce sens les utilisateurs. Elles jouent sur des mécanismes parfois même infraconscients pour influencer leur comportement et les diriger en ce sens-là. Mais libertarien puisque l'idéologie en fait qui est derrière la plupart de ces technologies, alors c'est pas du tout le cas dans toutes les technologies numériques, c'est simplement, disons, les réseaux sociaux dominants qui fonctionnent sur les modèles d'affaires liés à l'économie de l'attention, mais l'idéologie qui est derrière ces modèles d'affaires et cette économie de l'attention, c'est une idéologie libertarienne en fait, c'est-à-dire que il s'agit fondamentalement de ne plus passer par la loi, par l'État, par les institutions sociales et collectives, disons, mais de gouverner directement les comportements individuels. Et évidemment, ce sont des entreprises privées qui sont à l'origine de ces dispositifs technologiques. Avec en plus cette sensation pour l'individu et l'utilisateur de se sentir a priori pleinement actif, d'avoir l'impression qu'il est libre de son choix, qu'il a une information sur mesure, donc en soi une sorte d'individualisme qui est satisfait, et pour autant on voit qu'il est finalement qu'une unité parmi d'autres et qu'il est qu'il ne fait juste partie d'un grand tout qu'on arrive à manipuler justement par ces différents algorithmes, dont celui de TikTok qui est particulièrement puissant et qui va nous être décrypté à l'instant par ce youtubeur. Pourtant, TikTok n'a pas un meilleur algorithme que les autres, mais il est mieux utilisé. Quand vous arrivez sur YouTube, vous devez choisir une vidéo parmi les dizaines de miniatures qu'on vous propose. Et ce sont la plupart du temps des têtes et des thèmes que vous connaissez déjà, parce que votre expérience repose sur les contenus sur lesquels votre curiosité vous a poussé à cliquer. Le design de TikTok est à l'opposé de ça. À la seconde où vous ouvrez l'app, vous êtes déjà en train de consommer du contenu qu'elle a choisi pour vous. Ils ont rendu la consommation de contenu automatique et instantanée, en réduisant le nombre de choix que vous avez à faire à un seul, celui de passer à la vidéo suivante. Un swipe vers le haut et vous êtes devant une danse. Un autre et vous regardez un animal qui fait un truc marrant. Puis le sketch d'un humoriste. Et 10 minutes plus tard, vous êtes toujours assis sur les toilettes et vous n'avez pas vu le temps passer. Parce que vous n'avez eu aucun choix conscient à faire pendant qu'on vous envoyait à l'infini des contenus courts et stimulants pour tester vos centres d'intérêt. Le youtubeur Léo Duff qui sur une très bonne vidéo décrypte sur quelques minutes tout le fonctionnement de l'algorithme. Finalement, en l'écoutant, on retrouve la dislocation de l'esprit que vous évoquiez au début de cette émission, puisque on va avoir différentes images qui vont arriver coup sur coup sans vraiment plus trop savoir où on est. Mais à la différence justement de l'écrit dont on a parlé tout à l'heure, et par contre dans une forme d'analogie et par similarité avec ChatGPT, il y a la passivité toujours derrière. Oui, tout à fait. Je crois que là, l'exemple est assez symptomatique. L'exemple de TikTok, il me fait penser en fait par association d'idées à ce dark pattern, donc cette interface truquée qu'on a identifiée sous le nom de défilement infini. Donc ce sont ces interfaces numériques qui nous proposent des vidéos en continu et face auxquelles en fait l'utilisateur n'a même pas besoin d'appuyer sur tel ou tel bouton ou d'aller chercher une autre vidéo, puisque les vidéos viennent toutes seules automatiquement en fait. Oui, c'est Osana Herrero d'ailleurs qui vient de sortir un ouvrage sur TikTok où elle dit que TikTok a remplacé la vidéo à la demande par la vidéo avant la demande. Oui, exactement. Et ça, c'est très symptomatique aussi du fonctionnement de ces technologies persuasives qui ont pour but de court-circuiter nos désirs, nos demandes, nos besoins en prédisant automatiquement
nos envies. Mais en fait, le problème, c'est que ces prédictions sont auto-performatives d'une certaine manière. C'est-à-dire que on prédit ce que vous avez envie de regarder, mais en fait, c'est vous qui vous conformez finalement à la prédiction de l'algorithme. Ce qui, encore une fois, a des effets aussi de standardisation potentielle des comportements et qui rend beaucoup plus difficile l'expression des singularités sur ces plateformes technologiques-là. D'ailleurs, vous êtes assez critique sur les réseaux sociaux. C'est même parfois un point de vue qui est assez radical. Tout de même, est-ce qu'il n'y a pas chez l'utilisateur un esprit de rébellion, un esprit de détournement, un esprit de contournement pour pouvoir utiliser tout de même ces technologies-là pour développer des centres d'intérêt, pour se regrouper et puis pour ne pas tomber finalement dans cette standardisation que vous évoquiez à l'instant? Oui, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, il faut distinguer les fonctionnements techniques et les modèles économiques des réseaux sociaux des usages. Parce qu'en fait, en dépit des fonctionnements technologiques et des modèles économiques qui, à mon avis, dans le cas des réseaux sociaux dominants comme Facebook, TikTok, Twitter, sont très nocifs, des usages créatifs peuvent se développer. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut distinguer ces deux dimensions quand on analyse ces phénomènes. Et puis la deuxième chose, peut-être que je voudrais ajouter, c'est le fait que les réseaux sociaux du type Facebook, Twitter ou TikTok ne résument pas en fait tout ce que peuvent être des réseaux sociaux numériques. Et ça, c'est un point sur lequel nous avions insisté dans le rapport du Conseil national du numérique sur l'économie de l'attention, en disant que finalement, Wikipédia, par exemple, constitue une forme de réseau social, qu'il existe des plateformes, je cite toujours en exemple la plateforme Bipop, qui est une plateforme qui permet de réticuler dans des localités précises, des associations, des personnes qui sont dans le besoin. Mais on va dire que leur notoriété internationale est un peu moins forte. Voilà, exactement. C'est pas ce qu'on entend par réseau social d'habitude. Mais je pense que c'est important d'insister là-dessus pour montrer qu'en fait, il y a des réseaux vraiment sociaux qui sont possibles avec le numérique. Là où ce qu'on nous présente habituellement comme des réseaux sociaux tendent à accroître, disons, des dynamiques parfois mimétiques, violentes, réactives, qui peuvent être un petit peu dangereuses. Qui peuvent être dangereuses et qui sont sous les radars justement de l'opinion publique, de l'opinion politique et aussi de la régulation, puisqu'on va tenter de mettre en place des textes pour essayer de comprendre comment ces réseaux sociaux fonctionnent, enfin plutôt comment les algorithmes fonctionnent. Et vous, Juliette Deveau, vous nous avez rejoint dans ce studio. Bonsoir Juliette. Vous vouliez nous parler justement de cette régulation. Et oui François, parce que comme l'a dit une responsable politique italienne, lorsqu'il y a une innovation, les Américains en font un commerce, les Chinois copient et les Européens régulent. Et lorsque l'on observe la réaction des pays européens face au déploiement de ChatGPT, on ne peut que lui donner raison. L'Italie a été le premier pays à interdire ChatGPT sur son territoire, tandis qu'en France, la CNIL a été saisie il y a quelques jours par 2 individus accusant OpenAI de ne pas avoir de politique claire et transparente sur la récolte de données des utilisateurs. Une impulsion réglementaire toute européenne qui résonne avec l'entrée en vigueur récente du DSA en début d'année 2023. Parmi les mesures phares de ce règlement discuté depuis des années au Parlement européen, l'obligation pour les plateformes de faire la transparence sur leur algorithme de recommandation. DSA comme Digital Services Act. Donc cette injonction est de plus en plus présente dans le monde du numérique. C'est donc faire preuve de transparence. Bah oui, le mot donc transparence est dans la bouche de tous les régulateurs depuis quelques mois et cette injonction est désormais tellement présente qu'elle a même été intériorisée par une partie des entrepreneurs de la tech. Elon Musk annonçait vouloir diffuser le code de l'algorithme de recommandation Twitter le 31 mars dernier et c'est chose faite depuis, mais ce que l'on y découvre n'a pas grand-chose de révolutionnaire. Les publications d'experts qui ont analysé le code nous apprennent qu'il vaut mieux être liké que retweeté, que les publications contenant images et vidéos sont plus susceptibles d'être partagées, à l'inverse des publications contenant des liens. Même déception du côté des révélations sur l'algorithme de TikTok, la société mère ByteDance annonçait en décembre 2022 ajouter une fonctionnalité intitulée « Pourquoi cette vidéo ?» qui devait permettre à l'utilisateur de mieux contrôler son expérience. Mais lorsque l'on se penche sur cette fonctionnalité, ce que j'ai fait, on découvre des justifications aussi banales que cette vidéo est populaire dans votre pays ou alors cette vidéo est plus longue et tu aimes les vidéos longues. Oui, effectivement. Donc ça revient à dire que la transparence ne sert à rien ? Non, ça ne sert pas à rien parce que comprendre comment fonctionnent les algorithmes de recommandation n'est pas inutile. C'est un premier pas pour démystifier les plateformes et puis rappeler que les supports techniques sont pensés par des humains, mais focaliser tous les efforts sur la transparence
transparence traduit de la part de nos régulateurs une adhésion inconsciente à une forme de solutionnisme technologique, comme si la simple diffusion du code d'un algorithme permettait aux utilisateurs de se réapproprier les technologies. Et cette vision un peu caricaturale semble tout à fait arranger les entrepreneurs du numérique qui annoncent à grand bruit faire preuve de transparence en révélant des bribes de leur algorithme aux utilisateurs. Car comme le soulignent de nombreux experts, seules des parties des algorithmes sont révélées par ces entreprises comme Twitter et TikTok. Et puis par ailleurs, les utilisateurs ne sont pas invités à enrichir l'algorithme par leur contribution, ce qui relèverait pour le coup d'une véritable logique d'open source. Si ouvrir le code et faire preuve de transparence est un premier pas initié par un texte réglementaire comme le DSA, cela ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité d'ouvrir une réflexion beaucoup plus profonde sur le modèle économique et l'utilité sociale des outils technologiques, en adoptant pourquoi pas la nouvelle terminologie proposée dans votre livre, Anna Lombert, de technologie de transition. Merci beaucoup Juliette Deveau, et puis merci pour cette transition qui va directement du côté d'Anna Lombert. Peut-être une réaction sur la régulation, la portée de la régulation? Oui, alors en tout cas une réaction peut-être sur cette question de la recommandation. Je me reconnais tout à fait dans les remarques que vous venez de faire sur la transparence, qui est une question fondamentale je pense, mais peut-être pas finalement la question principale, au sens où tout aussi transparent que ces algorithmes puissent être, ils demeurent des algorithmes. Et qu'il y a un enjeu, à mon avis, dans la recommandation qui est de faire en sorte que cette recommandation soit une recommandation par les pairs et non plus seulement une recommandation automatique ou algorithmique. C'est-à-dire que une très grande majorité des problèmes qui sont posés aujourd'hui des problèmes de désinformation qui se posent aujourd'hui sont liés à la suggestion automatique de contenu, comme vous venez de l'expliquer. Et ces problèmes se poseraient tout à fait différemment, voire ne se poseraient pas comme des problèmes, si les suggestions de contenu n'étaient pas automatiques, mais étaient basées sur des recommandations par les pairs, justement. Et qu'on pouvait se dire, telle communauté recommande tel contenu, telle autre communauté recommande tel contenu. On revient à l'interprétation dont on parlait tout à l'heure. Exactement, à l'interprétation humaine, à l'évaluation humaine, au jugement humain. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire technologiquement. Et d'ailleurs, vous aviez invité dans votre émission sur ChatGPT le fondateur de la plateforme Tournesol qui propose ce type de technologie. C'est extrêmement intéressant. On devrait en discuter, en fait, collectivement. Ça devrait faire l'objet d'un débat public. On devrait réfléchir à concevoir ce type de technologie. Et effectivement, pour moi, ce type de technologie, ce ne serait plus des technologies disruptives, mais ce seraient des technologies transitionnelles au sens où elles nous permettent non pas, si vous voulez, elles ne viennent pas rompre avec les institutions sociales et collectives, mais elles nous permettent de faire une transition vers peut-être une nouvelle époque de l'information, une nouvelle époque de la communication, une nouvelle époque des savoirs. D'ailleurs, vous le dites même de manière assez pragmatique dans votre ouvrage, c'est que si on continue comme ça, même ce capitalisme qui fonctionne sur l'économie de l'attention va s'épuiser. Ce sera plus soutenable. Oui, il n'est pas soutenable, effectivement. Il n'est pas soutenable pour de nombreuses raisons. De toute façon, il a été assez documenté récemment que ces innovations en termes d'intelligence artificielle, elles étaient très coûteuses sur le point de vue, du point de vue énergétique, du point de vue environnemental, puisqu'il faut entraîner ces modèles sur des serveurs, que ça coûte très cher énergétiquement, notamment à cause des systèmes de refroidissement, et que ce n'est pas du tout écologique en ce sens. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas écologique non plus du point de vue de l'écologie mentale, ou de l'écologie de l'esprit, si vous voulez, puisque finalement les savoirs ne sont pas renouvelés par ces technologies-là. Donc en fait, ces technologies ne sont pas soutenables, que ce soit du point de vue de l'environnement physique naturel ou du point de vue de nos environnements mentaux. Et donc il faut inventer un nouveau paradigme, je crois. Il faut inventer un nouveau type d'innovation qui soit vraiment innovante pour le coup. Vraiment innovante et qui pourrait d'ailleurs reposer sur un triptyque d'une technologie qui serait respectueuse des trois écologies du concept du psychanalyste et philosophe français Félix Guattari que vous reprenez dans votre ouvrage. Et vous l'évoquez, c'est donc une écologie, à chaque fois dans son milieu, une écologie mentale. Oui, exactement. En fait, c'est cette notion, ces notions de ces trois types d'écologie me semblaient vraiment intéressantes parce que... Alors, on en a cité deux, je crois. Allez-y sur la table. Alors, il y a l'écologie environnementale, l'écologie sociale et l'écologie mentale. Donc, l'écologie environnementale, c'est l'écologie au sens classique, nos milieux, disons, naturels,
L'écologie sociale, ce sont les institutions collectives, et l'écologie mentale, ce sont finalement nos milieux mentaux, ce que le philosophe Bernard Stiegler avait appelé l'écologie de l'esprit aussi, pour décrire un petit peu la même chose. Et l'idée, si vous voulez, c'est que, encore une fois, nos esprits ne sont pas situés dans nos cerveaux, ni dans le ciel des idées. Nos esprits, en fait, sont extériorisés en permanence dans les milieux médiatiques, les supports symboliques qui nous entourent. Et donc, prendre soin de nos esprits, c'est prendre soin de ces milieux symboliques, de ces milieux médiatiques. Et en ce sens, eh bien, il y a une écologie de l'esprit, c'est-à-dire il faut prendre soin de nos milieux mentaux aussi, et pas seulement de nos milieux physiques ou naturels. Et tout cela va de pair, en fait, parce que souvent, les technologies les plus coûteuses du point de vue de l'écologie environnementale sont aussi les plus destructrices du point de vue de l'écologie mentale. Et en ce sens, les technologies qui se basent sur l'économie des données et l'économie de l'attention, donc qui requièrent de stocker des quantités massives de données dans des serveurs qui coûtent très cher d'un point de vue énergétique, eh bien, elles sont aussi destructrices parce qu'elles épuisent nos énergies psychiques, en fait, tout simplement. On voit bien quand on passe la journée, par exemple, sur un réseau social comme TikTok. Bon, moi, j'ai pas cette expérience directe, mais j'ai pu entendre l'expérience d'adolescents qui s'en rendent très bien compte eux-mêmes, tout seuls. C'est pas la peine de leur faire la leçon. Ils sont assez grands pour se rendre compte que ça peut avoir un effet très dépressif, finalement. Donc, d'être en permanence dans un flux continu de vidéos qu'on n'a pas choisi. Voilà. Après, on peut faire tout autre chose aussi, et ça, c'est très bien. Mais je veux dire, si on s'abandonne aux logiques algorithmiques ou aux suggestions automatiques de contenu, eh bien, on perd un petit peu notre liberté d'esprit, justement. Et notre libre arbitre, et on est un peu emporté, justement, dans un tourbillon. Lorsque vous évoquez, justement, cette technologie qui doit être respectueuse dans ces trois écologies, est-ce qu'il faut y voir aussi une sorte de low-tech qui pourrait être une des solutions ? Oui, je pense que ça passe aussi par là. Et puis, je crois que ce qui serait important, ce serait justement de faire des études sur non pas sur l'impact environnemental du numérique en général, mais de tel ou tel dispositif numérique, en différenciant bien, en fait, entre les différentes plateformes, les différents types de réseaux sociaux, pour avoir une idée bien claire sur ces questions. Et puis éviter effectivement une sorte d'essentialisme du numérique ou une diabolisation du numérique au sens large. Exactement, parce que je crois que ça, effectivement, c'est pas du tout la solution, absolument pas. L'enjeu, c'est au contraire c'est ce que j'essaie de dire, c'est de repenser l'innovation numérique, de repenser le progrès technologique, mais en le questionnant, en ayant aussi une perspective pharmacologique sur le progrès, c'est-à-dire en se disant que le progrès est toujours ambivalent, que quand on s'augmente, on se diminue aussi, et que la question à se poser, c'est à quelles conditions ces technologies numériques peuvent-elles être des supports de savoir collectif, des supports d'intelligence collective, et non pas des technologies qui détruisent en fait nos facultés de penser. Voilà, vous terminez presque sur une note de Bernard Stiegler. Vous avez bifurqué, même pourrait-on dire, sur Bernard Stiegler tout en étant justement au tout départ avec lui. Merci beaucoup Anna Lombert. Peut-être la toute dernière question, puisque quand on parle justement de cette économie actuelle, on sait très bien qu'il y a un imaginaire technosolutionniste qui le soutient. Quid de ce nouvel imaginaire aussi à pourvoir, à nourrir ? Un imaginaire de la responsabilité, comment on fait pour ça ? En 20 secondes. C'est compliqué, mais c'est une question difficile pour finir. Mais je pense qu'effectivement, l'enjeu, c'est effectivement de développer un nouvel imaginaire, et puis c'est aussi de développer des nouveaux savoirs, des nouveaux savoir-faire, des nouveaux savoir-vivre, des nouveaux savoir-penser dans cette époque numérique, et que ces nouveaux savoirs, ils vont mettre beaucoup plus de temps à arriver que les innovations technologiques, et qu'il faut nous laisser le temps, les moyens de les développer, ces savoirs. Nous, on a pris le temps en tout cas de développer votre pensée et de parcourir donc votre livre Schizophrénie numérique est sorti aujourd'hui. Anna Lombert, merci beaucoup d'être passé dans le meilleur des mondes qui se termine, et je remercie à la préparation et pour sa chronique Juliette Deveau, accompagnée par Héloïse Robert, notre stagiaire, à la réalisation ce soir Camille Maty, à la technique Étienne Roche, à la technique vidéo Timothée Hubert. Le meilleur des mondes, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine.